Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Notre invitée aujourd'hui est l'une des grandes figures de la radiologie libanaise et francophone, chef du département et directeur de programme d'imagerie de l'Université Saint-Joseph Hôtel-Dieu de France à Beyrouth. Il a accompagné l'essor de l'IRM et des techniques interventionnelles au Liban. Ancien président de la Société libanaise de radiologie, il représente le Liban au sein de la Société panarabe de radiologie. Membre d'honneur international des Journées francophones de radiologie 2025, il est un pionnier de la radiologie moderne et un fervent défenseur de la radiologie francophone, avec un rôle institutionnel majeur. Son parcours prend également une résonance toute particulière par son engagement dans un pays soumis à de nombreuses crises, qu'il s'agisse de l'explosion du port de Beyrouth, de la pandémie du Covid ou de la crise économique libanaise. Il plaide pour la résilience, la modernisation et le maintien d'un haut niveau de soins. Aujourd'hui, il est avec nous pour partager cette expérience unique, celle d'une radiologie à la fois académique, interventionnelle et profondément humaine. Professeur Tarek Smaïra, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation au micro de Trajectoire au rayon X. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vous propose un petit retour en arrière. Vous êtes né et vous avez grandi à Beyrouth, au Liban. Le choix de la médecine, pour vous, c'était une vocation ou plutôt une influence familiale ? Racontez-nous. Merci pour cette opportunité tout d'abord. Le choix de la médecine, c'est un peu d'influence familiale parce que j'ai mon oncle maternel qui était docteur et ma tante qui est pharmacienne, donc le métier de la santé, donc ça existe dans la famille. Mais c'est aussi un peu de hasard parce que moi, à l'école, je n'étais pas vraiment orienté biologie, mais plutôt orienté maths ou sciences physiques. Et donc, j'ai présenté le concours d'entrée. Je voulais faire en fait architecte. Et puis, j'ai présenté le concours d'entrée de médecine et j'ai été pris. Pas brillamment, mais pris. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est une voie ouverte, allons voir. Et puis, c'est comme ça. Donc, un peu d'influence et un peu de hasard. Donc vous avez étudié la médecine à l'Université Saint-Joseph, qui est l'université dans laquelle vous enseignez aujourd'hui. Quels souvenirs vous gardez de cette période et de vos études de médecine ? Alors, pour les études de médecine, ça n'a pas été facile parce que tout d'abord, c'était dans Beyrouth, dans les années, fin des années 80, début des années 90. Donc Beyrouth était divisée. Il y avait la ligne de démarcation qu'on appelait la ligne verte et la fac de médecine était sur la ligne verte. Et donc, on n'allait pas à la fac de médecine, on faisait des cours délocalisés, itinérants, donc dans petites écoles, tout ça. Il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était de bouche à oreille ou au téléphone, où on allait prendre les petits cours, tout ça. Mais ça a permis d'avoir des amitiés solides, de travailler, de tester la résilience, tout ça. Ne pas dormir parfois parce qu'il y avait des bombardements alors qu'on avait un examen le lendemain, tout ça. Mais je vous dis qu'on n'a pas perdu une année. Donc on n'avait pas les 3 mois de vacances d'été, mais on commençait l'année. On finissait un jour, l'année commençait le jour d'après. Donc c'était bien. On était jeunes. Ensuite, vous vous êtes spécialisé en radiologie. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialité à l'époque ? Alors, la radiologie, quand on fait la médecine, donc les 2 dernières années, il fallait aller à l'hôpital aussi. Donc, mon premier stage à l'hôpital, c'était dans le service de radiologie. Donc, c'était en début de 6e année de médecine. Et donc, c'était nouveau pour moi. C'était pas vraiment de la médecine. C'est un service technique. Il y avait des malades, mais aussi beaucoup de médecins. Ils avaient des techniciens de radio, des manips, des machines, tout ça. Donc, ça, c'était intéressant parce que moi, j'aimais la science physique, tout ça. Et puis, les gens étaient très aimables, tout ça. Donc, j'ai gardé pas mal de bonnes relations avec ce service. Donc, par la suite, quand je passais dans d'autres services, aux urgences, tout ça, donc je venais toujours voir des radios, discuter, tout ça. Donc, j'ai gardé beaucoup de bonnes relations. Et puis, avec l'évolution de la formation, tout ça, je me suis orienté un peu vers autre chose, vers la neurochir.
Et je me suis dit, je vais peut-être faire la neurochirurgie, mais je garde la radio comme plan B parce que ce n'était pas demandé comme spécialité. Les internes ne voulaient pas faire la radio, ce n'était pas parmi les premiers choix. Mais je gardais ça pour moi, un petit plan B, mais qui est en fait plus ludique, je vais dire, dans la vie, et moins sérieux peut-être, que la neurochirurgie. Et donc, je n'ai pas eu la neurochirurgie, donc je me suis rabattu avec joie pour faire la radiologie. Voilà. C'était pas un choix par défaut, rassurez-nous. Non, mais c'était, dans mon fort intérieur, c'était peut-être le choix du destin. Donc vous faites votre spécialité de radiologie au Liban, et puis ensuite, à la fin de vos études, vous allez passer 3 ans en France, d'abord à Toulouse, puis à Paris, à Gustave-Roussy. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience en France, et puis quels ont été les rencontres ou les enseignements marquants que vous avez gardés de cette époque-là? Oui, alors pour venir en France, d'abord dans le service de radiologie, dans la spécialité, je suis resté 3 ou 4 ans et j'étais le seul garçon. Et il n'y avait que des résidentes, des internes filles, 2 ou 3 générations de plus âgées et 2 ou 3 moins âgées. Donc on me poussait toujours à aller faire la radio interventionnelle. Parce que ça commençait, c'était fatigant, c'était long, il y avait beaucoup de rayons, tout ça. Et il fallait une petite force physique pour supporter le tablier plombé, tout ça. Et donc, on me poussait à faire le maximum de formation en radio interventionnelle. Bon, avec plaisir, je faisais ça. Et puis, du coup, quand je voulais aller en France, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon patron me dit, écoute, il y a le professeur Francis Joffre. La France commençait à venir au Liban parce que la guerre s'était arrêtée. Et il y avait des collaborations qui commençaient. Et ils ont un service à Toulouse où il y a la radiologie interventionnelle qui était super, tout ça. Il y a M. Georges, M. Rousseau, une bonne équipe. Je dis, bon, on y va puisque c'est la voie ouverte, allons-y. Et donc, je suis allé. C'était mon premier stage, en fait, à Toulouse. Et c'était très bien. Donc, j'ai été très bien accueilli, il faut dire. Et là, j'ai eu beaucoup d'enseignements, de la recherche, j'ai rencontré des chefs de clinique, Philippe Autal, Valérie Chabert, beaucoup de gens, des médecins aussi qui venaient travailler. Et puis, donc, j'ai passé une année là-bas. Et ensuite, avant la fin de l'année, au milieu de l'année, il fallait planifier la suite. Donc, je ne voulais pas encore revenir au Liban parce que la radio interventionnelle, 1 an, ça ne suffit pas. Et puis, il n'y avait pas au Liban vraiment. Donc, il fallait faire plus. Et puis, il y avait ma femme. J'étais un peu marié 1 an ou 2 ans avant. 1 an. Donc, elle était restée au Liban. Elle allait venir à Paris. On s'est dit, bon, peut-être qu'on peut reformer le couple avec notre petite fille aussi qui venait de naître. Donc, pour aller à Paris. Mais où? Alors, mon chef de service de Beyrouth me dit, écoute, il y a la radio interventionnelle oncologique. Le vasculaire, un jour, c'est les chirurgiens qui vont le prendre, mais l'oncologique, ça va rester pour nous. Pour la radiologie, va voir ce qui se passe à l'IGR, à l'Institut Gustave-Roussy. Je lui ai dit, d'accord. Je suis allé chez M. Joffre en lui disant, est-ce que vous connaissez l'équipe de... Oui, t'inquiète. Je te prends rendez-vous, tu vas voir M. Roche, Alain Roche. Donc j'ai pris le train, je suis allé voir M. Roche et on s'est mis d'accord que j'allais venir chez lui l'année prochaine. Bon, il y avait des petits problèmes techniques que M. Joffre a réglé sans problème. Et puis voilà, donc je suis allé à l'IGR. Et là, j'ai rencontré des gens très, très performants, très intelligents en radio interventionnelle. Il y avait M. Roche, il y avait Thierry Debert, d'autres aussi. Il y avait en écho Nathalie Lasso. Donc j'aimais faire l'écho aussi parce que je me dis, si je suis seulement en radio interventionnelle au Liban, je ne vais pas peut-être intégrer une grande équipe parce qu'il faut de la main aussi pour faire les petites choses. Donc il ne faut pas que je sois surspécialisé et ne plus savoir faire le travail de base. Et puis, ce n'était pas un travail de base parce que l'écho qui est faite là-bas est une écho de très haut niveau aussi, donc c'était super. Et puis, j'aime les machines d'écho parce que ça aide beaucoup en radio interventionnelle. Je mélange peut-être, mais ça aide beaucoup
Et donc, c'était super. Donc là-bas, à l'IGR, je suis resté 2 années de formation superbe, de la recherche, des publications, le laboratoire du petit animal, enfin, c'était... Et puis aussi les collaborations transversales avec les autres spécialités, enfin le malade cancéreux, la prise en charge du malade, et c'était quelque chose, vraiment un apprentissage de très haut niveau. Ouais. D'accord. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que vous avez toujours gardé cette double spécialité à la fois diagnostique et interventionnelle, Oui. d'assez haut niveau sur les deux points de vue. Et donc en 2002, vous revenez à Beyrouth, dans le service d'imagerie de l'Hôtel Dieu, et vous allez mettre en place pas mal de nouveautés à ce moment-là. Quel souvenir gardez-vous de ces premières années de retour au Liban ? Oui. Alors, avant de revenir au Liban, j'ai bien sûr recontacté les personnes, enfin les médecins qui étaient là-bas, qui étaient en fait des gens avec qui j'ai fait pas mal de formations. Et puis ils m'ont dit, ouais, on a besoin peut-être de faire des choses modernes, développer un peu l'IRM, surtout l'IRM cardiaque par exemple, tout ça. Donc, avant de venir au Liban, je suis passé pas mal de temps à aller à l'hôpital Georges Pompidou, chez Elie Mousseau, qui commençait à faire l'IRM cardiaque. Super, donc j'allais une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et donc j'ai acquis pas mal de choses techniques aussi, parce que c'était difficile techniquement. Et donc quand je suis rentré au Liban, donc j'ai travaillé avec... je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bon, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Donc j'ai commencé à travailler un peu d'IRM cardiaque, un peu beaucoup de radio interventionnelle. Par exemple, tout ce qui est ponction sous écho se faisait pas. On n'utilisait pas la machine d'écho pour faire des ponctions. Donc ça, je pense fièrement que j'ai introduit. Bien sûr, j'ai collaboré avec toutes les personnes qui étaient là-bas. Il y avait le professeur Gossin qui faisait l'imagerie de la femme de façon superbe. Il y avait le docteur Soha Haddad qui faisait l'ostéo-articulaire, Noël Aoun qui faisait le scan, Slaba qui est NRI et radio-interventionnel aussi. On a pas mal collaboré, HM, Menassa, pas mal de gens. Et le service shifté de la division en modalité à la spécialité d'organes. Donc on commençait à faire la radiologie comme en France par spécialité d'organes et ça a permis de booster le travail. Alors les difficultés pour implémenter de tout ça, c'est toute nouvelle technique, il n'y a pas toujours le matériel. Il fallait parler avec les constructeurs pour les avoir. Et c'est pas la prise en charge aussi du tiers payant. Là-bas, c'est la médecine, elle est payée par les assurances, et le tiers payant public, tout ça. Et ils ne payent pas les nouvelles. Ils préfèrent opérer le malade au bloc opératoire que faire les techniques mini-invasives. Ce n'était pas encore vu comme économiquement bien. Et tout ça. Donc ça a permis de plus en plus. Et puis le matériel aussi. Donc c'était du matériel recyclable. Et là, on a introduit du matériel jetable. Des cathéters, les guides, on les redressait pour les réutiliser après. Oui, enfin, c'était comme ça avant, au début. Donc ça, c'est les difficultés. Et puis d'autres difficultés, c'est les correspondants. Les médecins correspondants, les gastro-entérologues, les pneumologues, les chirurgiens, n'étaient pas disponibles immédiatement à vous donner à vous confier leurs patients. Il fallait attendre des jeunes médecins qui arrivent avec de nouvelles idées et collaborer avec les jeunes. Donc ça permet de développer ces nouvelles techniques. Donc vous vous êtes appuyé finalement sur vos collègues et puis Oui. aussi sur pas mal de temps et d'énergie, j'ai l'impression, pour arriver à mettre tout ça en place, à la fois des techniques d'IRM poussées et puis des techniques de radiologie interventionnelle un peu poussées. On n'en a pas parlé, mais vous avez été un des pionniers en termes de chimioembolisation ou de thermoablation des tumeurs hépatiques au Liban. C'est vrai, parmi les premiers, oui, exactement. Donc c'était la radiofréquence au départ.
Euh, J'étais à Gustave Roussy et à Gustave Roussy, il y avait toutes les machines de radiofréquence et on faisait les tests sur les animaux. Et on voyait juste après quelle machine donnait quelle brûlure, quelle taille, etc. Et donc, du coup, j'étais convaincu de faire ça. Donc, vraiment, en connaissance de cause, je disais, cette machine fonctionne, celle-là, elle est nulle, etc. Donc, parce que j'ai vu qu'est-ce que ça faisait in vitro, in vivo sur l'animal. Vous étiez très averti, ce qui vous a permis de le mettre en place dans des bonnes conditions, en fait. Ok. Et puis ensuite, vous avez aussi un rôle académique majeur, parce que vous êtes donc directeur de programme à l'université Saint-Joseph. Comment fait-on pour former des radiologues dans un pays où le système de santé est quand même soumis à pas mal de contraintes, comme on l'a vu, comme vous l'avez raconté pendant vos études notamment. Et la formation la médecine au Liban est en général une médecine privée. La formation des médecins, c'est des écoles privées, c'est des facs de médecine privées. Il y a 8 au Liban, ce qui est grand, et ils forment tous des radiologues. Et on ne forme pas beaucoup, on forme 25 à 30 radiologues, nouveaux radiologues par an. Mais tous, la plupart ne restent pas au Liban, ils partent, ils ne reviennent pas. Et les programmes, chacune de ces universités a ses programmes différents. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de surveillant, il y a quelques lois, mais il n'y a pas vraiment de pilotage par des instances officielles de ces programmes. Et donc, ces universités, elles ont des collaborations avec des universités ou des écoles de médecine internationales comme l'école française, l'école américaine, l'école anglaise, etc. Dans le programme de formation chez nous, les résidents restent... en fait, ils ont 5 années de formation. Dans la première année, ils font un peu de radio, quelques mois de radio, mais aussi de la médecine, de la médecine des urgences, un peu d'anapathe, ils passent dans le service de réa. Ensuite, ils font la radiologie par spécialité d'organes et par poste technique aussi. Et toujours en fin de cursus, on les encourage à ce qu'ils voyagent, à ce qu'ils fassent leur dernière année en France ou dans un service formateur quelque part, qui soit accrédité par nous, connu par la présence d'enseignement d'un professeur, tout ça, pour avoir une surspécialité ou pousser dans un domaine qui les intéresse, que ce soit imagerie de la femme, ostéo-articulaire, radiopédiatrie, neuro, voilà. Donc ça c'est bien et ça permet de nouer des relations et d'avoir un horizon. Donc ça c'est un peu pour la formation de nos résidents. Et d'ailleurs on a tous, je pense, eu l'occasion d'avoir des collègues internes libanais toujours plus adorables les uns que les autres, et forts, et très compétents. Donc vous avez aussi, parallèlement à toute cette activité, eu une large activité de recherche et de publication sur des domaines qui sont très variés, à la fois diagnostic et interventionnel. Vous avez fait de la neuroradiologie, de l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie thyroïdienne en échographie. Enfin, on a vu que vous êtes extrêmement polyvalent, ce qui est quand même très rare, et c'est rare parce que c'est difficile. Est-ce que vous avez quand même une préférence dans toute la radiologie ? Est-ce qu'il y a une partie de la radiologie qui a votre préférence ultime ? Oui, c'est vrai, c'est assez varié. Et en fait, ça a commencé parce que je venais un peu combler je ne vais pas dire des lacunes, mais des manques entre les spécialités principales. Donc, il y avait des organes dont personne n'en veut. Donc, premièrement, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, je vais peut-être m'en occuper. Deuxièmement, j'aime bien la collaboration avec les autres services hors de la radiologie. Donc, quand ils ont des soucis, des cas, des choses, ils viennent me parler parce que, bon, j'aime discuter. Et donc, ça aboutit à des idées, à des programmes de recherche, à des publications. Alors, ça peut aller l'échographie, peut-être des nodules et peut-être leur faire le test génétique,
jusqu'à faire de l'impression 3D sur les volets manquants de crâne pour les neurochirurgiens pour qu'ils fassent les moules et que ce soit symétrique. Donc, c'est basé sur la reconstruction du scan en 3D. Donc et puis là, par exemple, l'imagerie fonctionnelle, moi je ne suis pas neuroradiologue, mais ma collègue neuroradiologue voulait faire ça. Elle avait une idée très intéressante sur des trilingues, au Liban on est trilingue, mais qui sont gauchers. Et donc elle voulait voir comment ça s'allumait en fonctionnel. Et ça a abouti à des papiers très intéressants. Oui, exactement. Donc, d'ailleurs, voilà. on vous en avait parlé rapidement, mais si vous pouvez développer un tout petit peu sur les papiers que vous avez fait sur les cranioplasties, parce que ça c'est très atypique. C'est très atypique. Alors, il y a mon ami neurochirurgien qui me dit un jour, tu sais, durant la guerre ou parfois pour des tumeurs et tout ça, il y a des gens qui viennent chez moi, il manque un volet et ils ont le crâne qui est déformé, la tête qui est déformée, il manque vraiment Et nous, ce qu'on fait, parce que c'est un pays où on ne peut pas envoyer pour imprimer un bout de crâne, ça coûte $25 000. On est un pays pauvre, donc ce que je fais, lui il faisait, c'est que j'essaie de le façonner, bon il est un peu artiste, je le façonnais à la main. C'est de la sculpture de crâne. Oui, donc il prend en fait du bone cement, du ciment, du PMMA, comme pour faire de la cimentoplastie. Exactement. Ouais. Et donc il le moulait selon... ça faisait bien, mais c'était un peu aplati. Je dis peut-être qu'on peut faire quelque chose. J'étais à Chicago, au RSNA, et j'ai vu qu'il faisait de l'impression 3D. Ça commençait, je sais pas, ça fait 10 ans ou plus. C'était quelle année ça? Je ne sais plus. Ça doit être 2000, 2009, peut-être 2008. Ah ouais. Quelques années déjà. Quelque chose comme ça. Oui, donc je lui ai dit, il m'a dit, ça c'est intéressant, peut-être qu'on peut acheter une imprimante 3D. et il a une petite association pour les malades qui ont l'épilepsie. Et donc peut-être qu'on peut développer ça. Est-ce que tu peux me faire un moule, par exemple? Je ne sais pas si le moule, on peut le mettre dans l'autoclave, etc. Donc je dis, on va essayer. Donc moi, je suis fort en imagerie, traitement des images. J'ai vu sur Internet comment on utilisait pour downloader le mesh mixer et pour transformer le scanner en modèle d'impression 3D. Exactement. Et comment faire en symétrie. Donc il fallait mettre le crâne bien, symétrie, dessiner le bord de l'ouverture en symétrie, dessiner tout ça, enlever le reste, faire le miroir. Et voilà, le tour est joué. Ensuite... Le tour est joué, hyper facile. Oui. Et puis mais il ne faut pas le mettre dans l'autoclave parce que c'est du PLB, PLA, polylactic acid, donc du plastique, et ça fond. Et donc, comment il va faire pour le dessus? Le stériliser. Et il ne va pas le stériliser, il va le mettre dans deux cellophanes stériles, deux sacs stériles comme ceux de l'aéroport pour faire passer les choses. Donc, et puis, il mettait le bone cement dessus. Et puis, il attendait quand ça commençait à chauffer, il enlève. Et ensuite, il le gratte un petit peu. Et puis, Parfaite collaboration entre les chirurgiens, les radiologues, artistiques et technologiques. On adore. Vous avez développé également toutes sortes d'approches interventionnelles. Donc, on voit que vous êtes très touché à tout. Donc, vous avez fait de l'interventionnel percutané et vasculaire. Vous avez accompagné, en tout cas, l'évolution de ces techniques mini-invasives. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En tout cas, est-ce que vous avez un fait un peu marquant là-dessus? Dans la technique mini-invasive de la radiologie interventionnelle, ce qui m'importe, moi, c'est le patient, surtout, et lui rendre service. Donc, je vois la radiologie technique mini-invasive comme un geste rapide, facile, élégant, efficace, tout ça. Je n'aime pas les grands gestes qui vont avoir des suites lourdes, des choses comme ça, beaucoup d'aléas, une certaine inefficacité. J'aime pas trop. Donc,
je me mets un peu à l'abri de ça et je pousse dans tout ce qui est vraiment rapide, facile, tout ça. Et puis, il faut attendre la technologie. Par exemple, il y a maintenant un cathéter qui monte et mais il est très cher. On peut l'orienter et ça va partout, mais c'est très cher. Ça, c'est le problème de la radio interventionnelle, c'est que le matériel est cher. Et il faut convaincre les assurances de tiers payants de couvrir. Voilà, c'est ça. Après, on commence à voir arriver des initiatives plus abordables et plus économiques sur la radiologie interventionnelle. Je crois qu'on en reparlera un peu. Donc vous êtes aussi très investi sur le plan institutionnel, notamment donc, auprès de la SFR et du CERF pour des programmes de formation, mais aussi auprès de la Société franco-libanaise de radiologie qui permet donc à des jeunes radiologues libanais de venir se former en France. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cet engagement et est-ce que vous avez un exemple concret, un souvenir peut-être d'un étudiant ou d'une collaboration qui a vraiment illustré l'impact de ces échanges internationaux, notamment avec la France? Alors oui, mon rôle. Enfin, la Société libanaise de radiologie n'est pas comme la société française. Parce que ce n'est pas une entité seule, elle dépend de l'ordre des médecins et donc elle n'a pas d'autonomie financière, elle n'a pas beaucoup de possibilités en fait. Son rôle c'est surtout d'information, de formation un peu, de participer à des campagnes de dépistage, tout ça, et aussi de défendre les intérêts un peu des radiologues, que ce soit dans la nomenclature des actes et tout ça. Mais elle n'a aucun rôle dans elle est bien dans la formation, on va dire, la formation médicale continue, oui, mais pas dans la formation des résidents. Donc elle n'intervient pas vraiment dans les programmes, tout ça, elle n'a aucune autorité. Et donc c'est au directeur de programme de lui faire des contacts. Donc moi, c'est pas en ma qualité de président de la Société libanaise de radiologie que je vais au CERF. Non, c'est en ma qualité de directeur de programme de l'Université Saint-Joseph que je vais au CERF, que je suis mon correspondant. Après, Dr Gossain, qui était un peu mon mentor au Liban, qui a un peu ouvert la voie, c'est lui qui a ouvert la voie de tout ce qui est académique et relations académiques. Donc, et c'est pour avoir des contacts, vraiment pouvoir placer nos internes et pouvoir prendre les programmes de formation, les appliquer chez nous. Donc on enseigne ça, on n'enseigne pas ça. Donc à un certain moment aussi, on a permis, grâce au CERF, à nos internes d'accéder aux cours de DES des internes français. Donc ils avaient les mêmes cours. Et à un certain moment aussi, ils pouvaient passer le même examen. Et s'ils avaient une bonne note, on les dispensait de l'oral, tout ça. Donc, voilà. Vous êtes très investi également, donc, on l'a dit, dans la Société libanaise de radiologie que vous avez présidée de 2022 à 2024, et aussi dans la Société pan-arabe de radiologie, donc, avec le board arabe de radiologie. Donc plus à l'international et cette fois-ci plus sur le versant Afrique francophone et puis Moyen-Orient. Quel est votre rôle et votre objectif principal dans ces responsabilités-là internationales? Oui, alors pour l'association pan-arabe des sociétés de radio, c'est une association des sociétés de chaque pays arabe qui font des réunions scientifiques, tout ça. Mais ça, c'est pour les radiologues affirmés. Mais pour la formation, c'est l'Arab Board qui est le plus important. L'Arab Board, c'est comme un board. Donc, il donne un diplôme de radio. Et donc, chaque pays arabe va avoir des représentants. Par exemple, le Liban, il en a 4. D'autres ont 4, 3, 2. Et moi, par exemple, je représente mon pays et mon université dans ce board arabe. Et donc, je fais partie aussi du comité de programme
Donc le comité de programme, il est en charge d'accréditer des centres de formation, que ce soit en Irak, en Jordanie, dans certains pays arabes, et de faire le cursus, de mettre en place le cursus, de l'améliorer, tout ça, et collaborer avec le comité d'évaluation pour faire des examens. Ils ont 2 examens, ils ont un programme de formation sur 4 ans avec 2 examens, 2 écrits et des oraux et tout ça. Et après, on leur délivre le board arabe de radio qui leur permet de pratiquer la radiologie dans pas mal de pays arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite ou autre. Peut-être aux Émirats aussi, ça marche. Donc, il y a beaucoup de jeunes arabes, médecins, qui commencent la radio, qui s'arrêtent et qui vont après faire l'Arab Board et pouvoir travailler. Et là, c'est enrichissant parce que moi, je viens d'un background de radiologie française. Et là, je vois que de la radiologie anglaise devant moi, ou américaine, mais surtout anglaise. Et donc, je vois, il y a des échanges, j'essaie d'imposer un peu des trucs. Et vous avez l'impression qu'il y a des vraies différences entre disons, la philosophie de formation entre la radiologie française? Un peu, oui. Pas énormément, mais un peu. Donc on a vu que vous étiez très engagé sur le plan international. Vous avez une vision très, très globale et très internationale de la radiologie. Et en particulier, vous avez une vision tout à fait atypique de la radiologie francophone. À votre avis, est-ce que la radiologie francophone aujourd'hui a un rôle à jouer particulier dans le partage des savoirs et la solidarité professionnelle entre les différents pays francophones, à la fois en Europe, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient? Oui. La radiologie francophone est en fait pilotée par la radiologie française. Et je pense que la stratégie gagnante serait de promouvoir la radiologie française, l'école française de radiologie en français peut-être, mais aussi, et sans complexe, en anglais ou dans d'autres langues. Il ne faut pas se fixer sur la langue francophone, il faut se fixer sur la tradition de la médecine et de la radiologie en France qui est très forte. Et la promouvoir par le français bien sûr, mais aussi par toute langue possible. Ça c'est mon avis, je pense qu'il faut faire ça. Un de mes patrons en fait a dit une fois, il était allé en Amérique du Nord voir la radiofréquence. Il commençait à faire la radiofréquence, très bien d'ailleurs. Et puis il est allé voir, il est revenu, il m'a dit « Écoute, j'ai l'impression que j'étais chez les industriels. Eux, c'est les industriels et nous sommes les artisans. » Donc ça m'a marqué parce que l'artisan, comme je le vois, surtout l'artisan français, le bon artisan, quoi. Alors lui, il a un savoir-faire. Il fait du sur-mesure, il fait de l'excellent travail, tout ça. L'industriel, parce qu'il veut faire du nombre, et donc il est obligé de ne pas faire du sur-mesure, de ne pas faire du détail de choses. Donc il va sacrifier les choses peut-être intéressantes pour un patient. Et donc moi, à mon avis, la radiologie française, c'est de l'artisanat, c'est de l'excellence, et il faut promouvoir ça. En utilisant la langue qu'on veut. Ça, donc, moralité, il faut qu'on fasse des cours en anglais, quoi, c'est ça? Peut-être. Peut-être, oui. Alors là, en l'occurrence, on enregistre ce podcast à l'occasion des Journées françaises de radiologie. C'est des journées au cours desquelles vous êtes nommé membre d'honneur international des JFR. C'est un titre honorifique, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Être nommé membre d'honneur, c'est super, c'est très important. Parce que tout d'abord, je me suis dit, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, il y a plein de choses. Ça demande peut-être, c'est l'occasion peut-être de se peut-être mettre, de réfléchir un peu, voir ce parcours, tout ça, trouver les bonnes choses, les mauvaises choses. Le but, ce qu'on a fait. En tout cas, c'est un honneur pour moi, mais je pense et je vois les collègues qui disent que c'est un honneur pour nous, pour le Liban, pour les relations franco-libanaises. Et moi, je pense que ça, c'est le plus important. Ce n'est pas les personnes, mais
vraiment les relations franco-libanaises, moi, ça me touche beaucoup. C'est très important pour moi. Voilà. Alors, en parlant de relations franco-libanaises, on va essayer d'aborder peut-être une partie un petit peu plus difficile de votre carrière, qui a été profondément marquée par le contexte politique et économique au Liban. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, traversé plusieurs crises, à la fois économiques, politiques, et puis ensuite, plus tardivement, avec la pandémie de Covid, puis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, qui a été très marquante. Vous avez été finalement, en fait, beaucoup dans votre carrière amené à travailler dans un système en crise. Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous nous partagiez votre vision de cette période et puis de ce climat de crise et la façon dont vous l'avez traversé. Oui, alors la particularité de cette période, c'est qu'il y a eu une succession de crises. Nous, on est habitués aux crises et aux problèmes et à la guerre et tout ça. On a vécu tout ça, donc nous sommes un peuple résilient. J'ai fait mes études à l'école. C'était aussi, il y avait des bombes, c'est la même chose, c'est le même quartier à peu près. Et donc, et à l'université, comme j'avais dit, et puis à l'hôpital. Et donc, nous sommes un peuple résilient. Nous sommes habitués à fonctionner sous le stress. Ça, c'est sûr. Ok, là, dernièrement, il y a eu une succession de crises. Bon, ça n'a pas été facile. Donc, au début de chaque crise, tout le monde se réunit, ils font des plans de contingence, des plans, tout ça. Ça commence, ça fonctionne au départ. Ensuite, ça fonctionne mieux sans le plan. Parce que les gens, ils commencent à faire plus qu'on leur demande. Il y a de l'initiative. Et donc, je pense que l'initiative des personnes est plus importante dans la gestion des crises que vraiment suivre les plans, parce que les plans, ils sont très souvent lacunaires. Donc, si vous dites, par exemple, à un agent de surveiller l'entrée ici, il commence par surveiller, ensuite, il va trier les malades. Okay. Il va rassurer les parents. Il va aider les brancardiers. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça marche. Voilà. Donc, vous tirez probablement des enseignements sur cette pratique médicale dans un contexte de crise. En fait, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à faire face à une situation de crise quand elle survient ? Ça aide beaucoup, bien sûr. Mais préparer à une crise demande du temps, demande de l'argent aussi, des réunions, tout ça. Et comme je viens de dire, en fait, on prépare, c'est très bien pour lancer, mais ensuite le système va marcher tout seul, grâce aux ressources humaines. Et le plus important dans tout système de santé, de radio, de tout ce que vous voulez, c'est les ressources humaines. Parce que les ressources humaines, vous ne pouvez pas les imprimer 3D. Vous ne pouvez pas les faire, ça demande du temps. Pour former une infirmière, il faut 10 ans, 15 ans. Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça, sans formation, ça ne sert à rien. Et donc c'est les ressources humaines et la perte de la force du pays, c'est quand il perd ses ressources humaines. C'est-à-dire quand on voit des médecins, des infirmières, les brancards, enfin, les manips, tout ça, qui sont recrutés dans des pays qui en ont besoin et qui voient que c'est des gens qui ont travaillé dans un CHU pendant 20 ans et qui n'ont plus la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école ou à l'université. Ils les recrutent chez eux, ils travaillent, ils sont prêts à travailler, quoi. Et donc nous, on reste sans ressources humaines et ça c'est grave. Parce que le matériel c'est facile à remplacer, mais jamais les En fait, ressources votre humaines. plus grande difficulté finalement c'est l'exode des professionnels de santé auxquels vous devez faire face. Exactement, ça peut faire tomber le système de santé. Ouais. C'est les ressources humaines. Et alors, justement, dans ce contexte, comment peut intervenir la coopération internationale ? On a vu que vous aviez des liens très forts avec plusieurs pays à l'international. Est-ce que nous, la France, ou est-ce que des sociétés savantes européennes ou du Moyen-Orient peuvent aider aider en tout cas votre système de santé libanais à traverser ces difficultés ?
Oui, il peut aider, je ne sais pas comment, ça demande beaucoup de réflexion, mais c'est en maintenant en fait les ressources humaines et en améliorant pas le niveau de vie, mais la base, quoi. Peut-être en faisant des prix préférentiels pour envoyer leurs enfants à l'école, pour les aider à la fin du mois, pour les garder sur place en fait. En attendant que ça passe, parce que ça va passer. C'est toujours, les crises passent, on les voit, ça passe, ça finit par. Maintenant, on s'améliore, ça va mieux. Donc les crises passent. C'est une leçon de résilience et d'humilité que vous nous donnez aujourd'hui. Cet entretien va bientôt arriver à sa fin et donc pour conclure l'entretien, je vous propose quelques petites questions un peu plus courtes et peut-être un peu plus légères. Est-ce que vous pourriez nous donner un souvenir ou une rencontre marquante qui a façonné votre parcours ? Moi, je pense que ce qui a marqué surtout peut-être ma carrière, c'est la rencontre avec le professeur Joffre. Je pense. Enfin, je suis convaincu. Voilà. La plus grande difficulté que vous ayez eu à surmonter dans votre carrière ? J'ai pas vraiment eu une grande difficulté. C'est des petites difficultés, mais bon, ça n'a pas impacté vraiment le cours de la carrière, non. Pas eu vraiment de difficultés. C'est comme les crises, ça passe, tout passe. Oui. Est-ce que vous avez un rêve ou un objectif pour la radiologie libanaise dans les 10 prochaines années ? Non, vraiment non, je ne sais pas. Peut-être que les radiologues trouvent leur bonheur dans ce qu'ils font et qu'il y ait moins d'exploitation peut-être du radiologue, parce que parfois il y a des radiologues qui sont obligés d'être salariés dans des institutions qui ne sont pas payés vraiment de leur travail autant qu'il faut. Bon, ça peut-être avoir plus une nomenclature des actes radiologiques qui soit plus fair, plus fair, enfin, je sais pas en français. Juste, voilà. Ouais. Un conseil pour les jeunes radiologues et pour les générations à venir ? Oui, ne pas croire que l'intelligence artificielle va prendre votre place. Moi, je suis convaincu et malheureusement, ça les pousse à ne pas faire la radio. Mais ça, c'est faux. Je suis convaincu que c'est faux. C'est un outil, ça va toujours rester un outil. De plus en plus performant, mais croyez-moi, ça va générer plus de travail pour vous. Je suis assez d'accord avec vous. Une personne ou un maître qui vous inspire ? Oui, alors il est devenu un collègue, c'est le professeur Michel Gossin. Une personne vraiment qui inspire parce que c'est une personne qui a été obligée toute sa vie de traiter avec des problèmes de santé et puis malgré tout ça, elle a fait une belle carrière. Donc ça, c'est vraiment un exemple de vie. Et le mot de la fin, donc en un mot ou en une phrase, comment résumeriez-vous la radiologie dans votre vie ? C'est un mode de vie. J'ai appris à en faire un mode de vie. C'est une passion et j'ai l'impression que je suis en train de la transmettre à ma fille. Professeur Tarek Smaïra, notre entretien arrive à son terme. Merci infiniment pour cette discussion qui a été empreinte d'une grande humilité, de beaucoup de résilience. La résilience, c'est un mot qui est revenu souvent, mais je crois qu'il vous définit bien quand même. Et surtout, bravo et félicitations pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez apporté à la radiologie dans votre pays, mais aussi à travers les échanges entre la France et le Liban que vous continuez d'entretenir. Et donc pour tout ça, merci. Et merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi, merci beaucoup. Merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.